il y a 2 ans ici pour Nord Sentinelle, qui était le premier volet de ce triptyque. Et c'est un livre qui m'avait déjà marqué, alors qu'il était beaucoup plus attaché à la Corse. Celui-ci, Très bel rêve, théorie de l'enfer, que voici, qui est sorti il y a à peine un mois. Et donc le second volet, Jérôme, si tu veux bien, peut-être commencer par nous expliquer le titre et la place que prend ce roman-là dans ce triptyque que tu avais imaginé. Alors, je vais commencer par la place du roman dans le triptyque, et puis je parlerai du titre après, parce que la structure du triptyque, je l'ai eu avant le titre, évidemment. Le projet depuis le début, donc j'ai dû penser à ça en 2018, 2019, c'était de faire une série de 3 romans qui auraient des connexions thématiques, mais qui seraient pas des suites, hein, c'est pas une trilogie, c'est pour ça que c'est un triptyque. Les 3 volets sont censés être indépendants. Ça consistait donc à essayer d'explorer différentes modalités du rapport à l'autre, et j'en avais retenu 3 qui étaient le tourisme, ce dont s'est occupé Nord Sentinelle. Je devais faire en 2e volume, j'avais prévu de faire quelque chose sur l'exploration, et en 3e volume sur l'immigration et l'expatriation. Et puis il se trouve que en avril 2025, je suis parti aux Émirats avec ma fille, mon frère et ma belle-sœur, et avec ma fille, on a fait des entretiens de gens qui travaillaient là-bas. Et comme les entretiens étaient tout frais, j'ai écrit ce qui aurait dû être le 3e volume tout de suite, quasiment tout de suite en rentrant, et j'ai inversé l'ordre, ce qui a aucune espèce d'importance, puisqu'il n'y a pas de suite. Et donc mon souhait, c'était qu'il y ait des communautés thématiques entre les 3, mais un peu plus aussi, hein, qu'il y ait des échos, des différences, mais des choses qui se répondent. Et justement, l'autre point du projet, c'était de présenter des romans, mais qui soient aussi composés de petites histoires potentiellement indépendantes. C'est pour ça que ça s'appelle Conte. Le projet général s'appelle Conte de l'indigène et du voyageur, et qui soit donc comme une espèce de recueil de contes, mais porté à un degré d'unité qui ferait que le conte ne peut pas être lu tout seul. Mais voilà. Et donc dans Nord Sentinelle, il y a 5 chapitres, puis à la fin, il y a une table de matière avec marqué histoire de. Et il y a trois mentions de très bref théorie de l'enfer. C'est qui sont des moments où le narrateur est dans une situation dont il pense que c'est une situation qui serait qui ferait une punition acceptable en enfer, en fait, hein, ou une situation potentiellement de damnation. Alors, pour l'anecdote, je me souviens qu'il y avait Manuel, qui est éditeur chez Actes Sud. Il avait dit si Nord Sentinelle, si t'avais pas pensé à Nord Sentinelle, très bref, théorie de l'enfer, ça aurait fait un bon titre. Alors j'ai dit oui, et j'ai pris le titre pour le 2e, donc j'en ai même pas vraiment le mérite. Et donc j'explore un peu cette idée-là. L'idée en question, elle consiste à imaginer que des situations terrestres classiques sont en fait des situations de damnation. Hein. Alors je pense que le fond de l'idée vient sans doute de ma lecture assidue de Schopenhauer, qui passe son temps à dire dans le 4e livre du Monde comme volonté, comme représentation, que il n'y a pas besoin d'aller s'inventer des punitions post-mortem, parce que le monde dans lequel on vit fait un enfer fort acceptable. Voilà. Et avec plusieurs modalités, hein, un enfer plus ou moins violent, plus ou moins désagréable, mais un enfer. Et les diverses situations qui sont décrites dans le livre correspondent à ça.
Il y a peut-être la dimension aussi sartrienne de l'enfer. Enfin, quand dans Huis clos, l'enfer c'est les autres. Alors bon, voilà, on l'entend beaucoup. Chacun le traduit un petit peu comme il l'entend. Je crois qu'il faut l'entendre dans le sens où ce qui crée notre enfer, c'est le regard, ou qu'on n'existe qu'à travers le regard des autres. Vraiment, je résume très vite. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Cette trilogie, enfin ce triptyque, pardon, il s'agit bien du regard des autres, ou en tout cas du rapport des uns avec les autres. Oui, je pense que le point commun des 3 volets, ce sera quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est la façon dont certaines situations objectives, par exemple, je fais du tourisme sur la côte croate au mois d'août, ou bien je suis expatrié à Abu Dhabi, ou bien je suis un explorateur britannique au 19e siècle en Abyssinie. Ces situations objectives là finissent par me définir complètement, et en quelque sorte se substitue à ce que j'aurais imaginé moi être ma singularité, avec mes désirs, ma bienveillance, ma curiosité, qui est réduite à rien. Je pense que, pour parler des 2 livres qui sont déjà sortis, et pas du 3e que j'ai pas écrit, je pense que une des caractéristiques du tourisme, quand il atteint un certain degré quantitatif, c'est que on peut être très intéressé par la culture des pays qu'on visite, ou par les rencontres avec les gens. On est sûr qu'on verra rien ni de la culture, et qu'on rencontrera pas les gens, parce qu'on a des situations objectives qui rendent ça qui rendent ça littéralement impossible, en fait. Et que si on est, je sais pas moi, Piazza del Duomo au mois d'août à Florence, et qu'on peste contre la foule des touristes dans laquelle on est, on peut toujours agiter un drapeau je ne suis pas comme les autres, ça va pas marcher, parce que si la situation est comme ça. Et c'est effectivement aussi le cas dans des situations d'inégalité économique extrême, où où les écarts de richesse sont tels, et où on est dans une situation où on est en face de quelqu'un qui dépend tellement de l'argent qu'il peut recevoir de l'autre, que finalement, si on est gentil, pas gentil, bon, c'est important, mais l'essentiel de la situation humaine, c'est nécessairement accessoire. C'est nécessairement accessoire, parce que quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent, il a plus besoin d'argent que de gentillesse. Voilà. Et c'est tout à fait déplorable, mais il y a rigoureusement rien à faire. Mais les situations donc ça veut dans dire lesquelles que c'est l'argent qui mène le monde. Là, c'est un exemple, mais et ces situations-là qui sont extrêmement désagréables à vivre, et qui s'imposent à nous, et qui dépendent pas d'un projet personnel, ou dont on peut pas se sortir par sa seule bonne volonté, ou volonté tout court d'ailleurs, ça me paraît justement littéralement être intéressant, parce que c'est l'essence d'une situation tragique, en fait, où on est entièrement défini par une situation dans laquelle on peut toujours se débattre inutilement, mais dont on sortira pas. C'est d'ailleurs le cas de ton narrateur, qui est un professeur, on ne sait pas de quoi. Non, on ne sait pas de quoi, parce qu'à chaque fois on me dit il est prof de philo ou il est prof de français. Enfin, ça c'est en fonction des affinités des gens, mais il pourrait, il pourrait être prof de PS. Il n'y a pas marqué du tout ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas dedans. Je sais pas s'il y a beaucoup de profs de PS expatriés, mais je pense qu'il y en avait. Oui, bien sûr qu'il y en avait. Ça doit exister. En tout cas, donc, c'est un professeur qui va faire une première mission. On dit mission quand on part quelques années comme ça. Ouais, on dit contrat. Contrat. Mission, ça fait un peu missionnaire. Alors, il me semblait que c'était pas il y avait une dissonance qui n'allait pas. Donc un contrat en Algérie, puis Abu Dhabi. Là, on est sur une dimension qui est quand même autobiographique, c'est-à-dire que tu as suivi ton propre parcours. Alors pas forcément dans les durées, mais en tout cas dans l'ordre. Est-ce que c'est juste parce que c'est ce que tu connais le mieux et que c'est plus facile de créer une fiction
autour de ce que tu as expérimenté toi-même. Et puis ça pose la question de la documentation. Alors tu as évoqué des entretiens, mais évidemment, ouais. Donc, c'est déjà assez compliqué d'écrire un roman. Si je m'étais mis moi-même à la contrainte que ça se passe au Togo où j'ai jamais mis les pieds, ça aurait été encore plus compliqué. Donc évidemment, l'essentiel là-dedans n'est pas le trait autobiographique, c'est que effectivement j'ai parlé des deux pays que je connaissais le mieux et sur lesquels j'avais des renseignements de première main et où j'avais des gens à qui parler. Or, pour moi, quand on parle de sujets comme ça, avoir des renseignements de première main fiables et qui sont donc tirés directement de la réalité, réalité que donc on connaît que parce qu'on l'a vécu soi-même, ça me paraît vraiment une exigence minimum de ce genre de texte. Moi, je voulais absolument pas faire quelque chose sur la situation des immigrés dans le Golfe. Des expatriés non plus d'ailleurs, mais des immigrés, évidemment, ça pose un problème moral encore plus important, sans avoir la moindre idée de ce dont je parlais. Ça, c'était absolument pas possible. Et je voulais pas non plus uniquement aller chercher des renseignements qui feraient que la vie des gens que je croisais était réduite à simplement du matériau littéraire, en quelque sorte. C'est du matériau littéraire, puisque j'en ai fait un roman, mais ça peut pas être que ça. Et il me semble que il y a une forme moi je le vois comme ça de manière très très urgente, qu'il y a il y a vraiment un besoin de rendre justice à ces vies-là qui sont pas les nôtres, qu'on peut décrire sans les comprendre trop de l'intérieur, parce que justement elles se situent à un degré de nécessité et de besoin qu'on ne connaît pas. Mais au moins il faut les prendre au sérieux, et donc leur faire au moins l'honneur de se renseigner avant de parler, et pour pas parler à leur place et usurper leur voix et en faire une espèce de jeu littéraire dont les seuls enjeux seraient des enjeux esthétiques. D'ailleurs, j'avais l'intention de centrer un petit peu la rencontre autour du personnage de Kavicha, qui est la domestique de ce couple à Abu Dhabi. Alors, pour en revenir d'abord à ton narrateur avant la rencontre avec cette femme, dans le rapport, on sent qu'il a un besoin, sinon de fuir, en tout cas d'expérimenter une autre vie dans un autre lieu. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui le pousse et qui est certainement à l'intérieur de lui, qui n'est pas une raison extérieure. Quel est ce sentiment qui donne envie de quitter sa condition d'indigène pour devenir un voyageur et d'aller explorer, ou en tout cas habiter un autre monde, une autre place? Parce qu'il y a plein de moyens de voyager, il y a plein de motifs pour voyager. Quand on fait du tourisme, on voyage, mais c'est pas pour la même raison que quand on demande à s'installer dans un pays étranger, ou que quand on a le projet complètement fou de remonter pour trouver les sources du Nil au 19e siècle, par exemple. C'est trois types de voyages qui sont des voyages et qui ont rien à voir. Celui dont il est question dans Très brève théorie de l'enfer, au moins du côté de ceux qui décident de partir de chez eux pour aller faire une expérience ailleurs, et pas qui sont obligés de partir de chez eux parce qu'ils doivent survivre et travailler. Il y a le fait basique que il y a pas que visiter un pays en y travaillant, s'installer dans un pays pour y travailler et le visiter en touriste sont deux expériences qui sont absolument radicalement différentes, et que si on veut vraiment faire l'expérience de l'ailleurs, il faut y vivre. Donc ça, je pense que c'est la motivation la première. D'ailleurs, ça a été la mienne. Et je parle d'une autre motivation un peu plus profonde, un peu plus dangereuse dedans, qui est de profiter de cette expérience-là pour pas expérimenter une autre vie, mais expérimenter le fait d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà. Et qui est quelque chose qui m'intéresse, qui est un projet qui m'intéresse vraiment beaucoup, dont je pense d'ailleurs que d'une certaine façon
l'écriture romanesque est une tentative de le mettre en œuvre à chaque fois sans bouger de chez soi, hein, puisque quand on écrit des romans, on est nécessairement conduit à se mettre subjectivement à la place de gens qu'on n'est pas et qu'on sera jamais. Et si on le fait pas, ben on n'a pas du tout de personnages qui tiennent la route. Enfin, personne croit une seconde à ce qu'on raconte. Mais là, voilà, c'est de partir et d'essayer de devenir de s'inventer une seconde patrie ou de devenir comme le semblable de ceux parmi lesquels on s'est mis à vivre. Moi, la figure centrale de ça, et qui est sans doute à lui tout seul à l'origine du projet, c'est Richard Burton. C'est donc un explorateur et traducteur et polymathe anglais du 19e siècle, qui a traduit Les Mille et une nuits, hein, et qui, quand il est mort, on avait répertorié qu'il parlait au moins 47 langues différentes, hein, et dont une bonne dizaine qui pouvaient parler comme un locuteur natif, sans se faire, sans être connu du tout comme étranger. Et c'est un type qui a passé sa vie à essayer de faire ça. À se fondre. À essayer de se fondre. À essayer de se fondre, à s'habiller en pakistanais dans Karachi, à faire le pèlerinage de la Mecque sous les traits d'un pèlerin afghan. Ce qui était un projet littéralement fou, parce que même au 19e siècle, s'il avait eu envie de faire évidemment, pour faire le pèlerinage de la Mecque, il faut être musulman, mais s'il avait voulu le faire, il aurait suffi de dire qu'il s'était converti à l'islam et d'y aller habillé en officier anglais, il n'y aurait pas eu de problème. Essayer de le faire sous les traits d'un pèlerin afghan, c'est multiplier les risques de se faire démasquer et tuer, hein, là pour le coup, hein. Là il n'y a pas une imposture pareille. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'horriblement compliqué, qui nécessite une attention de chaque jour pour le moindre geste, la moindre manière de faire, qui va trahir. Voilà, c'est de chercher les sources du Nil, aller à Harar. Mais il a fait tout. Il est allé au Dahomey voir les Amazones. Enfin bon, il a fait toutes sortes de choses, et toutes ces tentatives, et à chaque fois avec le désir de s'imprégner complètement de l'endroit où il était, hein. De toute façon, à chaque fois qu'il est passé quelque part, il a pris des notes, parce qu'il était complètement graphomane. Il écrit tout le temps. Non seulement il a voyagé, mais il a écrit un nombre de livres. On se demande comment c'est humainement possible d'en avoir écrit autant. Et à chaque fois qu'il passait quelque part, il faisait un précis de grammaire, des vocabulaires, il faisait des notes sur la langue. Enfin bon, c'était quelque chose comme ça. Et dans un certain sens, Burton, il semble représenter la tentative la plus réussie que j'ai trouvée pour de se fondre dans. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en devenant un autre, en jouant le pèlerin afghan, il se met ce qu'il vit comme expérience, c'est pas celle d'un pèlerin afghan, il vit l'expérience d'un officier anglais qui arrive à se faire passer pour un pèlerin afghan. Et d'ailleurs, faut être un officier anglais pour avoir envie de se faire passer pour un pèlerin afghan. Enfin, ou traverser le désert. C'est typiquement des idées d'Européens. Enfin, c'est pas. Et évidemment, le pèlerin afghan se réjouit pas en disant comme c'est exotique, je suis un pèlerin afghan. Enfin, c'est pas évidemment, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que du fait même que j'arrive à jouir d'être à la place de l'autre, c'est que je suis pas l'autre, parce que sinon sinon on jouit pas, quoi. Parce que chacun sait bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire à être soi-même. Voilà, il n'y a rien de particulièrement enthousiasmant non plus. Bon, donc voilà. Donc le projet, il est vicié, il est foutu à la base, mais il est beau. Voilà. Et il a quelque chose me semble-t-il, de profondément honorable. Alors c'est ce qu'essaye de faire le narrateur, mais ça marche pas. Oui. Mais alors lui, c'est presque, il y a une espèce d'ironie. Alors il y a quelque chose, il y a une vraie tentative, et on sent que c'est encore plus raté, enfin, ou que tout ce qu'il lui fait. Alors quand il est en Algérie, il essaie de parler arabe, mais effectivement, il est grillé tout de suite parce qu'il n'a pas le bon accent, ou je ne sais pas. Les Algériens sont très très méchants là-dessus. En plus,
ils m'ont fait beaucoup penser aux Corses aussi là-dessus. C'était, j'ai une anecdote qui m'avait bien fait plaisir et qui montre qu'il faut pas. J'avais un collègue de physique qui s'appelait Zoubir Tar et qui était donc d'une famille algérienne d'origine mais qui avait grandi à Strasbourg. Mais il était dans une famille où tout le monde parlait arabe. Et moi, donc il avait eu le poste à Alger, il était tout content. Et il parlait arabe à la maison, quoi. Et on avait été faire les courses, il avait été au marché, il avait commencé à demander au marchand de légumes 1 kilo de tomates, des pommes de terre en arabe. Et le type lui avait dit, on va parler français, c'est mieux, hein. L'autre était vexé comme un pou, mais c'était fait pour, hein. C'était fait pour être, c'était fait, pour être blessant, pas pour pas pour autre chose. Donc voilà, moi je me souviens que je m'étais couvert de ridicule une fois pendant un contrôle de flic, j'avais dit bonjour en arabe, le flic me répond avec une phrase en arabe de 6 minutes. Je lui dis je comprends pas. Il dit alors pourquoi tu parles? Voilà. Je dis bon ok. Voilà. Bon, donc c'est un type d'humour un peu rugueux quoi, voilà. Hein, mais qui enseigne des leçons qu'on n'oublie pas, hein, manifestement. Voilà. Et voilà, et le narrateur lui il arrête pas de faire ça. Et tout le monde se fout de sa gueule en fait, voilà. Hein, et puis, alors, il est aussi tiraillé moralement d'une certaine manière parce que le monde des expatriés que tu décris, il est, on le sent cruel. Alors même si il y a justement c'est peut-être le cas de ton narrateur, c'est que on sent qu'il a de bonnes intentions. Il a envie de faire bien, voilà. Mais ah oui, il y arrive pas, mais oui, mais il y arrive pas, mais il est peut-être un peu contaminé par les autres expatriés qui, pour la plupart, il y a quelques exceptions évidemment, mais pour la plupart, on sent qu'ils sont là pour profiter au maximum de tous les avantages de leur position ou que leur offre leur position. Et ton narrateur, il est parfois un peu excédé. Alors, il y a une scène au début où il s'est fait rentrer dedans par un chauffeur de taxi, son pare-choc est abîmé et en fait, il maudit autant le fait d'avoir son pare-choc cabossé que l'immigration pakistanaise, quoi. Et ça apparaît sur le même plan, quoi. Donc, on le sent parfois céder au travers de cette masse C'était pas comme ça que j'avais écrit, parce qu'en fait, il est constamment soucieux de bien faire et d'être bienveillant, mais bon, voilà. Mais le chauffeur de taxi pakistanais qui m'emboutit, il a beau être pakistanais, il est chiant, quoi. Il avait qu'à faire attention en roulant, voilà. C'était, hein, et je peux me dire, le pauvre, il est venu pour travailler, mais bon, il m'a embouti. Et puis surtout, il faut déclarer l'accident. Oui, si on le fait pas, on peut pas être remboursé. Non, à Abu Dhabi, les Émiratis sont extrêmement procéduriers et ils aiment beaucoup les papiers administratifs. La différence notable avec la France, c'est quand même que quand ils vous disent on a besoin de 5 papiers administratifs, c'est vrai. Il y en a 5. Ils vous en découvrent pas un 6e ou un 7e quand vous amenez le dossier. C'est-à-dire que, mais bon, qu'à chaque fois qu'il y a la moindre tôle froissée, il faut qu'il y ait un constat de police qui soit fait, quoi, et amener le constat de police chez le carrossier pour faire réparer, sinon il répare pas. Donc c'est comme ça. Donc la situation du début, c'est que simplement, il se fait rentrer dedans par un chauffeur de taxi, mais le chauffeur de taxi, il veut pas faire le constat de police parce que s'il fait le constat de police, c'est qu'il est désigné comme responsable de l'accident, si dérisoire soit-il, il risque de perdre sa licence de taxi et donc son visa et de repartir à Karachi. Voilà. C'est-à-dire que la situation des étrangers à Abu Dhabi, alors, et dans pas mal d'autres pays, il y a quand même une hiérarchie qui est, c'est-à-dire que ton narrateur ne risque pas la même chose que ce chauffeur de taxi, quoi. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas en règle ou s'ils ne déclarent pas l'accident, c'est pas le même traitement. Non, c'est pas si simple que ça, hein. Parce que évidemment, on peut toujours être aux Émirats comme touriste, mais si on veut un visa de travail, il faut avoir du travail. Et du moment où personne travaille, on n'a plus de visa de travail, quel que soit le travail qu'on fait. Donc, alors c'est facile d'avoir un visa de travail, mais dès qu'on n'a plus de travail, on n'a plus le droit de rester. Là, mais l'autre, évidemment, l'autre, il est chauffeur de taxi. S'il commence à causer des accidents dont il est responsable, ils vont pas, ça c'est sûr qu'ils vont pas l'inscrire à un stage de conduite routière. Ils vont le renvoyer au Pakistan à coup de pied au cul, c'est certain, quoi. Hein, ça c'est. Et donc il le sait, et c'est très cher payé l'inattention, et le débat à la fois cornélien et complètement grotesque et dérisoire dans lequel est le narrateur, c'est qu'est-ce que je fais avec mon pare-choc. Voilà. Hein, c'est pas le CID non plus, mais il y a c'est un problème de ce genre-là. Voilà. Qui lui paraît complètement surmontable.
Alors, à Abu Dhabi, on en vient au personnage de Kavisha, qui est donc la domestique de ce couple, mais qui, quand ce couple de Français, dont le narrateur est le père de famille, arrive à Abu Dhabi, Kavisha, ça fait déjà 30 ans qu'elle est domestique, et elle a connu un certain nombre d'expériences. Donc le livre alterne, on passe du narrateur à la vie de Kavisha, qui est racontée par un narrateur extérieur. Ce narrateur extérieur nous retrace la vie, un petit peu les expériences de Kavisha. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que alors elle vient du Sri Lanka. Elle a 15 ans quand tu nous la présentes. Et là, on quitte un peu les milieux de nuit pour aller du côté de Cendrillon, quand même. Ouais, c'était oui, bah ça c'est alors l'immigration dans le Golfe, elle est très très il y a une corrélation très très forte entre le pays d'où on vient et le genre de travail qu'on fait, hein. Et bien sûr si on est un homme ou une femme. Par exemple, je pense que les ouvriers du bâtiment qui sont donc qui travaillent dans les conditions les plus dures, ils viennent pas mal de pays comme le Bangladesh ou le Népal, ou voilà. Dans le domaine chauffeur de taxi, tout ça, c'est le Pakistan règne à peu près en maître. Si on va ouvrir un compte en banque à la banque, il y a des chances que le conseiller il soit plutôt indien. Et si on a besoin de quelqu'un pour garder ses enfants, il y a beaucoup de chances que la femme qui se présente soit sri-lankaise ou philippine ou éthiopienne. Enfin voilà, mais il y a beaucoup de sri-lankaises. Et en fait, ce type d'immigration est organisé depuis les pays de départ. C'est pas des gens qui arrivent et qui cherchent du travail. C'est avant de partir, il y a des agences spécialisées qui s'occupent des visas et de les envoyer chercher du travail. Et notamment, c'est le cas pour les gens qui partent du Bangladesh, par exemple, pour faire des travaux très très difficiles. Moi, la personne que j'ai rencontrée, qui s'appelait Samal, ça faisait 15 ans qu'il était là. Je crois qu'il avait travaillé dans le ramassage des ordures. Donc là, il était parti de son village parce que sa famille s'était endettée et pouvait plus rembourser les dettes auprès de gens locaux, hein, du village. Et donc lui, il était parti là-bas. Et donc ils arrivent là-bas, ils travaillent et eux, ils étaient logés dans des camps dortoirs, hein, où on les ramenait après leur journée de travail. Et il avait droit au début, il avait droit à un retour de 15 jours au Bangladesh tous les 3 ans. Et c'est tout. Et puis, s'il voulait partir avant, il pouvait pas, il perdait son travail. En fait, hein, il avait pas, donc personne n'avait pris son passeport, hein, s'il voulait partir avant. Il pouvait, et c'est lui qui doit se payer son billet. Hein. C'était pas payé, le billet n'était pas payé par le contrat ni par rien du tout. Et donc c'est une espèce d'organisation, hein, puisqu'il y a un énorme appel de besoin de main d'œuvre et de toutes sortes de travailleurs. Voilà, les Européens vont fournir les Indiens maintenant de plus en plus, hein, les travailleurs en informatique, dans la banque, dans les services. Et puis les pays les plus pauvres vont fournir les travailleurs les plus pauvres pour les tâches les plus ingrates, les plus pénibles, hein, avec une énorme gradation. Mais c'est des choses qui sont organisées de cette façon-là. C'est ce qui arrive à Kavisha. Elle part en ayant déjà du travail qui l'attend aux Émirats. Pourtant, quand Kavisha rencontre l'agence et que l'agence lui présente un petit peu les choses, tu as une phrase qui revient, qui est répétée plusieurs fois, et c'était la vérité. C'est-à-dire qu'on lui promet un monde merveilleux. Mais le paradoxe de ça, c'est que le monde merveilleux, en fait, il est pas pour elle, quoi. Ouais, enfin, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que ce qu'on lui promet, c'est vrai, hein, on lui promet un travail, lui promet d'aller dans un pays où c'est plus facile qu'au Sri Lanka, on lui promet qu'elle aura une paye régulière, on lui promet qu'elle va pouvoir mettre de l'argent de côté, tout ça c'est vrai. Mais ce qui est faux, c'est ce que c'est
parce que cette description-là laisse entendre de rêves de vie meilleure. Ça c'est pas vrai. Et c'est pas vrai pour une raison qui est sans doute liée à énormément de conditions d'immigration. Et pas seulement, c'est pas du tout spécifique aux pays du Golfe. C'est qu'il y a vraiment, dans beaucoup de cas, des gens qui sont envoyés comme l'avant-garde de la famille en Europe pour gagner de l'argent. Je sais pas si j'étais à la Gaîté Lyrique là à Paris il y a 2 semaines. J'étais invité avec des réalisatrices de documentaires. Elles avaient suivi un immigré malien sans papier qui travaillait à faire la plonge dans un restaurant des Champs-Élysées. Il l'avait suivi très longtemps. Pendant le documentaire, il a réussi à avoir ses papiers. Et donc, dès qu'il a eu ses papiers, ça faisait 3 ans qu'il était en France, qu'il n'avait pas vu sa femme et son fils. Donc, dès qu'il a eu ses papiers, il rentre passer 1 mois au Mali. Et en fait, tout le monde dans son village le considère comme un nanti, en fait, et suppose qu'il doit amener met une espèce de fantasme de réussite dessus. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que voilà, quelqu'un qui part comme ça pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui devient comme abstrait pour les gens qui sont restés sur place, sa seule fonction, c'est d'envoyer de l'argent, quoi. Et donc ce qu'on ne dit pas, c'est tu quittes pas ton pays pour un moment, tu le quittes pour toujours, et tu vas dans un pays qui est pas le tien, et tu perds celui qui est le tien. Et ce que tu perds aussi, c'est ce qui t'a motivé à partir, c'est-à-dire l'amour des tiens. Voilà. Ce film que tu cites, c'est Premier de Corvée, Premier de Corvée, ouais. Qui est un film documentaire donc qui a été réalisé par Julia Pasquale, Émile Costard et Camille Millerand, qui date de 2023. Ça fait penser aussi à ce film qui sortait en 2024 de Boris Lochkin, l'histoire de Souleymane. Alors j'ai pas vu, mon frère l'a vu. Ouais, mais alors moi je n'ai pas vu le Premier de Cordée, mais j'ai vu l'histoire de Souleymane et effectivement, ça se passe aussi en France, c'est-à-dire que tous ces vagues d'immigration de gens qui rêvent d'un ailleurs meilleur, effectivement, ils viennent aussi chez nous et les difficultés sont les mêmes, l'éloignement est le même, et effectivement, il y a quand même ce rapport, c'est-à-dire qu'ils s'absentent et ils s'effacent de leur propre pays, de leur propre famille, pour s'inscrire dans rien, en fait. Oui, c'est ça. Et avec et là pour le coup il y a rien qui va, enfin, ni dans le pays d'accueil ni dans le pays de départ, puisque de la part de leurs propres proches ils sont considérés juste comme comme des moyens de faire rentrer de faire rentrer de l'argent. Moi c'est des situations qui là pour le coup sont vraiment infernales, en fait, hein. C'est des situations de perte de tout qui sont littéralement infernales. Alors, Kevisha va en faire l'expérience et va en vivre la désillusion, surtout avec sa première expérience avec un couple d'Égyptiens. Alors, on est dans la fiction, mais on a bien conscience que c'est ce que l'on crée. Et contrairement à d'autres ou à ce héros au personnage de Premier de Corvée, ce personnage réel, qui en théorie est libre, là Kevisha ne vit pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand elle arrive avec ce couple d'Égyptiens, c'est une esclave, quoi, pour dire les mots. Oui, mais c'est une chose qui lui arrive une fois, ouais. Et qui est pas structurelle, qui est qu'elle tombe sur des gens qui la traitent comme ça. Après après c'est fini. Donc il la paye pas, il garde son passeport, il y a ce qu'il lui donne à manger, oui. Puis sur le frigidaire il y a un cadenas, enfin pour pas qu'elle mange. Elle peut pas utiliser les mêmes toilettes qu'eux. Voilà, ça c'est il y avait ce qui elle est vrai, dehors. Il y a dans certains appartements aux Émirats sont conçus pour qu'il y ait une petite chambre avec une petite salle de bain pour la personne qui est censée habiter à la maison tout le temps, puisqu'il y a les dames qui viennent travailler, faire le ménage ou garder les enfants, il y en a beaucoup qui habitent chez les personnes qui les emploient, et il faut qu'elles soient arrivées à un certain degré d'aisance pour pouvoir habiter toute seule et avoir de quoi se payer un loyer ou un appartement. Mais en début, quand elles arrivent, elles sont en général logées de
de cette manière-là. Mais j'ai vraiment pas voulu faire quelque chose de caricatural, comme si c'était le cas de tout le temps. Puis d'ailleurs, la personne qui lui fait retrouver son passeport, c'est un Émirati. C'est pas, c'est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères des Émirats qui bouge les Égyptiens pour qu'il lui rende son passeport. Les choses sont assez complexes. Alors après, je sais pas du tout comment ça se passe dans les milieux que je connais pas, notamment dans les travaux très très difficiles du bâtiment ou tout ça. Mais au moins aux Émirats, comme je disais tout à l'heure, les Émirats c'est un pays assez procédurier. Et de toute façon, quand on emploie quelqu'un, il faut qu'on prouve qu'il est assuré socialement, enfin qu'il a une assurance au cas où il est malade, etc. C'est pas voilà. Après, de fait, si quelqu'un a envie de se livrer à des excès, il n'y a pas beaucoup de ça va pas émouvoir grand monde. Et voilà. Et, moi, j'avais été témoin, donc j'avais été témoin de la disparition d'une nounou, de collègues, non pas d'une famille libanaise. Enfin, je les ai entendus dire que elle avait complètement disparu de manière extrêmement inquiétante, la jeune fille. Et en fait, la dame qui l'employait n'a fait que parler des soucis que ça lui causait à elle, en fait, qu'elle est disparue. Et que c'était elle qui était embêtée, quoi. Enfin, Ouais. embêtée par l'administration. Ouais, puis c'était vraiment inquiétant. Je sais, elle avait dit, elle est allée à la messe un matin, elle est jamais revenue, elle est même pas venue prendre ses affaires. Bon, c'était quand même très très inquiétant. Et quand elle avait signalé la disparition à la police émirati, il lui avait dit supprime son visa. Voilà. Pour pas, comme ça, si on la retrouve, tu seras pas embêté. Voilà. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des soucis que nous causent les domestiques. C'est vrai, ouais. Surtout quand ils ont le mauvais goût de se faire enlever. Ouais. Alors, quelle leçon elle va tirer de cette première expérience, Kavisha? C'est-à-dire qu'elle va quand même évoluer jusqu'à se retrouver. Alors, c'est pas sa dernière expérience. Et peut-être aussi que tu nous parles toi de ta propre expérience, si tu en as envie, puisque le livre est dédié quand même. Oui, le livre est dédié à ma fille et à la dame qui s'occupait d'elle aux Émirats, qui s'appelle Renuka, qui est sri-lankaise, avec laquelle j'ai beaucoup parlé et qui est à l'origine de beaucoup des éléments du livre. C'est pour ça que c'était vraiment justice qui lui soit dédié. Et cette différence près que nous on était aux Émirats entre 2012 et 2014. Non, elle avait entre 4 et 6 ans. Et mais on n'a jamais perdu de vue Renuka, en fait. Quand on est rentré, je suis retourné plusieurs fois aux Émirats. On est en contact régulièrement, et je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté facilement de me parler quand j'ai discuté avec elle. Mais je me souviens que la première fois que je l'avais vue, c'était en avril 2012. J'ai eu le poste en septembre 2012, donc je savais que j'avais le poste en avril, donc j'y suis allé. Et il y avait, elle s'occupait des enfants du collègue que je remplaçais. Et je me souviens que quand je l'avais vue, la fille de mon collègue avait 2 ans, je crois. Et je voyais bien qu'elle s'occupait de ce bébé. Et ça, il n'y avait pas besoin de faire une enquête pour s'en rendre compte, quoi. Je me rendais bien compte que sa vie, c'était de passer 3-4 ans avec des enfants qu'elle voyait naître, de s'en occuper toute la journée, et puis qu'un jour ils disparaissent de sa vie et qu'elle ne les revoit plus jamais, quoi. Voilà. Et que ça, c'était tout le temps. Et que le type de rapport qu'on entretient avec un enfant avec lequel on passe toute la journée, qu'on a vu naître, dont on a suivi tout, quoi, les premiers pas, les premiers mots, et puis qui disparaît comme ça, puis après il y en a un autre et un autre. Enfin, ça fait un investissement affectif quand même énorme et par ailleurs inévitable, sauf à être d'un cynisme achevé, et qui va finir sur une séparation la plupart du temps définitive, et là encore indépendamment de la bonne volonté des uns et des autres de se revoir, parce que c'est pas vrai, on se revoit assez peu. Bon, ça, je viens de dire le contraire, mais ça demande des efforts. Enfin, il faut vraiment vouloir. Après, c'est une exception. Après, ouais, oui, mais c'est pas une exception. Enfin, je parle pas de ça du point de vue moral, c'est que voilà. Après, la vie le permet, la vie le permet pas. Quoi, et la plupart du temps, elle le permet pas. Et voilà, passer sa vie à élever les enfants des autres alors qu'on a laissé les siens et qu'on les voit pas. Voilà, là aussi, c'est des situations qui me paraissent d'abord profondément douloureuses et moi,
profondément émouvante, ouais. Et injuste, mais triste, voilà. Oui, parce que elle est pas uniquement vouée à l'oubli du côté des familles ou des enfants dont elle s'occupe, mais c'est-à-dire que dans son propre pays, dans sa propre famille et peut-être dans ses propres enfants ou son propre fils en l'occurrence, va l'oublier aussi, quoi. Ouais, Renuka, elle est partie du Sri Lanka, elle avait 18 ans et elle avait 2 enfants. Ouais. Voilà. Elle avait un de 2 ans et un de 6 mois, je crois. Et je sais pas combien de temps elle a passé sans les voir. Voilà, très très longtemps. Et évidemment, pour ses enfants, pour ses enfants, elle est qui? Elle peut être qui? Une espèce de figure lointaine, voilà. Oui, qui vient tous les 3 ans. Ouais, tous les 3 ans, ouais, dans le meilleur des cas. Ouais. Je voulais, tu as évoqué Burton tout à l'heure. J'aurais voulu que qu'on parle un peu de Tessiger aussi et de cette. Alors lui, je crois que c'était pour cartographier dans les justement par rapport à Abu Dhabi en 45-50, quelque chose comme ça, ou peut-être de 45 à 50, et de l'évolution de ce pays aussi. Comment, puisque c'est ce qu'on vend à Kavisha, un monde où tout est neuf et tout est propre. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout est neuf et tout est propre, et qu'est-ce que Tessiger, lui, y avait vu avant et semble avoir perdu? Alors Tessiger, il se débrouillait toujours pour qu'on lui file un boulot quelconque à faire quand il avait un projet d'exploration, mais il en a vraiment rien à faire du boulot qu'on lui a confié. Là, il est à la recherche d'insectes, je crois. Enfin, il les cherche jamais parce que ce qu'il veut faire, c'est traverser le quart vide. Et donc, il l'a fait 2 fois. Et il est parti d'Oman et arrivé à Abu Dhabi par l'oasis de Liwa. Il a fait ça à la fin des années 40 et au début des années 50 avec des bédouins de la tribu des Rachides qui sont d'Oman. Et c'est un de ces Anglais fous du désert, quoi. Et mais Tessiger, il était né en Éthiopie en 1910, je crois, ou quelque chose comme ça. Il a voué une véritable passion pour le désert, et notamment pour la dureté de la vie dans le désert, parce que c'est Thomas Edward Lawrence qu'il note au début des 7 piliers de la sagesse, expliquant que le mode de vie des Bédouins est d'une rudesse inimaginable. Et voilà, que c'est des conditions de vie d'une difficulté absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il les admire tous les deux, et Laurence et Tessiger pour la façon dont ils assument cette vie-là, qui est une vie de pauvreté et même pas d'ascèse, mais quasiment c'est même pas le superflu qui manque, c'est presque l'essentiel. Et je crois que Tessiger, là, il voit vraiment cette expérience de la privation, de la soif, de la chaleur et du froid, parce qu'il fait très froid dans le désert la nuit quand il traverse, et abominablement chaud le jour, de boire de l'eau saumâtre pendant des semaines. Il la voit comme une espèce d'expérimentation morale qui est quasiment christique, quoi. C'est le Christ dans le désert, quoi. Ou au moins quelque chose qui relève, voilà, d'un exercice de sainteté. Je pense qu'il le voit comme ça. Il ne le voit pas du tout comme un bédouin, quoi. Et il les admire pour toutes ces raisons-là. Et lui, c'est une expérience qu'il a besoin de faire. C'est l'expérience de dénuement, d'aller au bout de ses forces. Laurence aussi, il est comme ça. Plus il est fatigué, plus il est crevé, et plus il trouve qu'il sert à quelque chose dans les 7 piliers de la sagesse, et que c'est comme ça qu'il va devenir ça. C'est comme s'ils étaient des pierres précieuses qui doivent passer au fourneau, quoi, pour révéler justement leur rareté, leur caractère précieux. Et en fait, les Émirats sont devenus un pays en 1971. Avant, c'était juste des tribus ou des coalitions de tribus bédouines le long de la côte. Les Anglais appelaient ça les États de la trêve. Alors, il y avait les Émirats d'Abu Dhabi, l'Émirat de Dubaï, l'Émirat de Fujairah, mais enfin, j'invite, d'autant que maintenant que Dubaï est rentré sous les feux de l'actualité, d'abord en étant devenu récemment un haut lieu de retrouvailles pour les influenceurs français,
ce que c'était pas du tout quand je suis parti. Je me souviens en 2012 ou 2014, quand je suis rentré en Corse, les gens, ils pensaient tous qu'on avait vécu en Arabie Saoudite. Ils faisaient absolument aucune différence sur les Émirats. Enfin, alors que c'est des pays qui ont vraiment rien à voir. Maintenant, les gens savent que Dubaï, c'est pas pareil. Mais si vous allez regarder, si vous tapez Dubaï ou Abu Dhabi 1950 dans Google, vous allez voir, il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a des espèces de constructions semi-permanentes. Il va y avoir un ou deux forts. Enfin, il y a rien du tout. Et donc c'est Charles Zayed Al Nahyan qui a eu l'idée de réunir les Émirats pour faire un pays, je pense, pour exister d'un point de vue géopolitique face à l'Arabie Saoudite. Et ils se sont retrouvés avec le pétrole qui est spécifiquement majoritairement dans l'Émirat d'Abu Dhabi qui est le plus grand. Et la première crise pétrolière de 73 les a rendus immensément riches très vite. C'est proche de Charles Zayed, il dit qu'en 73-74, il y avait tous les chefs d'État arabes qui s'arrêtaient à Abu Dhabi pour que Charles Zayed leur fasse un chèque, quoi. Je leur ai dit, je leur donne de l'argent. Et donc le pays s'est développé, je pense, faudrait voir, je veux pas m'avancer, mais j'ai pas très peur de me tromper. C'est donc développé à une rapidité qui est sans exemple dans l'histoire de l'humanité, je pense. C'est-à-dire passer de rien et de la condition de vie la plus difficile qui soit parmi toutes les conditions de vie que peuvent connaître les hommes. Encore une fois, je pense que bédouin dans le désert, c'est comme inuit, quoi, en termes de difficultés d'environnement et de difficultés de survie. Ils sont passés de ça à une extrême richesse et à un développement d'une rapidité énorme en très peu de temps. Et ça n'arrête pas depuis les années 70, puisque encore maintenant, c'est la première chose qu'on voit aux Émirats partout quand on le regarde à l'horizon, c'est des grues. Ça construit absolument partout à une vitesse folle. Moi, j'avais pas été depuis 6 ans quand j'y suis retourné. Il y a une île qui s'appelle Saadiyat Island sur laquelle il y avait le Louvre et 2 hôtels. Maintenant, l'île, elle est couverte de musées, et ça s'est fait en un temps record. Peut-être qu'il faudrait les contacter pour la place du diamant d'ailleurs, parce que ça irait. Là, en 2 semaines, ils vous auraient réglé le problème. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais bon, en ce moment, ils sont occupés par autre chose, mais c'était avant qu'il fallait y penser. Et Tessiger, il a été invité par Charles Zayed à revenir aux Émirats en 73, et comme il fantasme la vie des Bédouins, il a été horrifié parce qu'il y avait des voitures. Alors lui, la voiture, c'est vraiment l'instrument du diable, quoi. Il y avait plus de et puis c'est comme ça symbolise aussi quand même le pétrole et justement la réussite, enfin la voiture. Oui, alors, c'est ça. Pour eux, ils avaient perdu leur âme, ils avaient complètement perdu leur âme, ils étaient devenus complètement dénués d'intérêt, ils avaient perdu tout ce qui faisait leur grandeur et leur noblesse. Et ça aussi, c'est un jugement d'anglais, quoi. C'est pas un jugement de pauvre qui devient riche. Parce que les gens qui vivent dans la misère, ils sont contents de devenir riches. Ça paraît, oui. Et ils vont pas dire non, je vais continuer je vais pas prendre de voiture, je vais continuer à risquer ma peau à traverser le désert. D'ailleurs, ils traversent pas le désert, ils ne traversent le désert que parce que Tessiger, ils les payent pour traverser le désert, sinon ils sont pas fous, ils le font pas. Ça leur viendrait jamais à l'idée d'un bédouin de traverser le désert juste parce que c'est un exploit à faire. Il faut être anglais. Encore une fois, voilà. J'allais dire une idée de con, mais c'est une idée. Là, le côté exploit, ça, c'est voilà. Et voilà. Et c'est un peu. Ce qui est étonnant. Moi, j'aime beaucoup Tessiger, mais dans son espèce dans son amour de l'authenticité et de la grandeur d'âme des Bédouins, il y a aussi la déception de l'anglais à qui on vient d'enlever un bout d'exotisme sur Terre. Il préfère qu'il y soit pour ses vacances. Voilà. Enfin, ses vacances. Là, je suis injuste parce que les séjours de Tessiger, c'était pas le Club Med non plus. Mais bon. Je voulais te poser cette question-là parce que elle cristallise un petit peu l'évolution et ce monde qui change. Mais quand dans Nord Sentinelle, quand tu abordes la question du surtourisme, on sent quand même bien que il s'agit pas de dire que c'était mieux avant, non. mais on sent bien que au moins moralement le progrès n'est pas évident, en tout cas pour notre époque.
quand on voit ce système d'esclavage un peu généralisé. Alors les mots sont peut-être un peu forts, mais il y a quand même une petite partie de l'humanité qui profite du travail de l'autre partie, de manière tout à fait légale et salariée dans le meilleur des cas. Mais quand on voit les conditions de travail, c'est-à-dire que tous ces bâtiments à Abu Dhabi ne sont pas sortis de terre. Alors même si les gens sont payés, on voit quand même bien, on a évoqué les conditions aussi dans lesquelles ça se passe. On sent bien que c'est, et puis ceux qui profitent de la belle vie, d'ailleurs tu en parles à un moment, disant qu'il y a une hiérarchie avec les émirs et les princesses tout en haut, et puis que plus on descend, plus c'est compliqué. Et comme tu adoptes aussi la forme du conte, ou en tout cas tu t'y rattaches, le conte a aussi, alors peut-être pas dans ton esprit, mais cette dimension peut-être de vouloir proposer, peut-être pas une morale, là c'est pareil, c'est peut-être un peu trop fort, mais de faire réfléchir à quelque chose en tout cas. Et puis ils sont aussi assez cruels, hein, les contes. Hein. Oui. C'est pas. Oui, si on prend les contes de Grimm ou tous les contes sont. Parce que tous les Disney, tous les contes sont terriblement cruels, oui. Mais je pense que ça, c'est aussi une forme qui ouvre sur une forme d'universalité de ce qu'on raconte, qui hausse un peu le détail de la réalité du monde à une dimension un peu mythique ou exemplaire, hein. Mais tout en conservant la singularité de l'histoire qu'on raconte. De toute façon, voilà, enfin, c'est quand même une grande banalité de constater, et c'est assez peu réfutable, hein, que tout progrès technique, aussi éclatant soit-il, fait sans doute progresser le confort, le bien-être, mais n'a jamais fait progresser le bonheur, par exemple. C'est pas, j'ai honte de dire un truc, c'est quand même assez clair, quoi. Et il y a pas de, j'ai pas beaucoup, je pense pas que la pensée que ça pourrait être autrement me paraît d'une naïveté qui commence à être de moins en moins pardonnable, quoi. Hein. Que voilà, ça me paraît sûr. Alors voilà, le seul truc qui peut consoler, c'est qu'on peut se dire c'est pas terrible maintenant, mais au moins, bah, on n'a pas à pleurer en se disant c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai non plus. Voilà. Bon, ça pourrait presque être la conclusion de cet entretien. Non, c'est un peu triste comme conclusion. Bah, non, parce que je ne sais pas, une sorte de relativité. Alors, je voudrais finir quand même par une information, parce que on m'a posé des questions tout à l'heure avant comme le narrateur il passe par les mêmes endroits que moi, je tiens quand même à signaler officiellement que j'ai pas épousé d'Algérienne et que je suis pas converti à l'islam. Voilà. Il n'y avait pas d'annonce particulière à faire. Ça avait l'air d'inquiéter certains lecteurs, enfin, ou du moins de susciter leur curiosité. Et donc voilà la réponse. Oui, c'est tout le danger quand on mêle de vrais éléments à des éléments faux, quoi. En fait, c'est pas tellement qu'on met en doute les vrais éléments, c'est qu'on commence à croire ce qui est faux. Je voulais aussi vous donner la possibilité de peut-être réagir ou poser une question. Si j'ai l'impression d'avoir répondu à la principale dès avant. Oui. Et peut-être que pour cela il y a un micro, oui, je crois, qui est en cours de préparation. Donc il vous suffit de vous manifester. Il y a des questions? Ah. Voilà. Bonsoir, alors merci pour cet entretien. Vous avez parlé de Schopenhauer, de Sartre pendant votre échange, mais on peut aussi beaucoup penser à Camus dans ce roman, notamment à La Chute, donc le roman de Camus, qui répond beaucoup, enfin votre roman répond beaucoup à celui de Camus plutôt, puisque dans tous les cas, le personnage principal juge âprement les autres, les reconnaît coupables et se reconnaît lui-même coupable. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que on peut voir vraiment Camus aussi dans le personnage du professeur, qui à la fois est juge des autres et à la fois il est pénitent, puisque lui aussi est coupable. Et on a le sentiment que la culpabilité humaine est tellement écrasante qu'on ne peut rien y faire.
Alors, en écrivant le roman, j'ai pas du tout pensé au Camus de la chute, mais c'est sûr que la comparaison, elle est extrêmement pertinente dans la mesure où les thématiques communes la thématique commune, c'est évidemment celle de la culpabilité. Je suis pas sûr que ce soit le même type de culpabilité pour faire des différences, hein, puisque dans la chute, si je me souviens bien, j'ai lu il y a très longtemps et j'ai beaucoup aimé, mais très très longtemps. Il est plus question de culpabilité morale, de lâcheté, de choses de ce genre-là. Dans le type de culpabilité dont il est question dans Très bref théorie de l'enfer, c'est pas une culpabilité morale en fait. C'est donc pas une culpabilité qui c'est pas de se sentir coupable de sa lâcheté ou de ce qu'on aurait pu faire et c'était dommage si l'eau avait été moins froide, j'aurais sauté du pont pour sauver cette jeune femme dont j'ai entendu le corps chuter dans l'eau. Là c'est de se sentir coupable simplement du fait d'être dans la situation dans laquelle on est. Et ce type de culpabilité, c'est pas une culpabilité morale, c'est une culpabilité métaphysique. Et elle porte pas sur nos actions, elle porte simplement sur notre existence et sur la place dans le monde, et sur le fait que la place qu'on occupe dans le monde, et qu'on doit bien occuper puisqu'il faut bien être quelque part, et qu'on n'a pas choisi d'occuper non plus, eh ben, on devrait en rendre compte d'une certaine manière, qu'on n'en est pas innocent. Et évidemment, comme ça renvoie pas à des actes qu'on a commis, c'est évidemment pas le genre de culpabilité qu'on peut réparer. Et mais sinon, évidemment, oui. Mais j'y avais pas pensé, mais c'est sûr. On n'a pas besoin de penser des choses pour que des textes comme ça restent dans sa tête et conditionnent. C'est un magnifique texte. Je peux? Oui. Oui, bonsoir. Et merci d'ailleurs pour ces explications sur ce choix des Émirats. Moi, personnellement, je m'étais posé la question je m'étais dit, vous connaissez un peu à travers vos livres, j'ai lu tous vos ouvrages, je me demandais pourquoi vous étiez parti là-bas. Mais maintenant, je comprends mieux, peut-être que, justement, se mettre dans la peau de cet explorateur, Richard Burton, c'est peut-être ce que vous avez fait. Et j'ai votre livre, je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, donc je comprends mieux. Ensuite, à travers les échanges qu'on a eus, je n'ai pas encore lu le livre, mais on a parlé d'immigration, on a parlé des films qui peuvent nous rappeler justement ce problème de l'immigration. Moi, ça me ramène beaucoup au livre d'Antoine Albertine qu'il avait fait sur des émigrés qui travaillaient dans le monde agricole. Les invisibles. Voilà, les invisibles. Ouais. Ça me ramène aussi à ça. Et ensuite, une autre question, et j'en aurai fini. Comme vos romans inspirent beaucoup de réalisateurs corses, de Frédéric Farouche à Thierry de Perretz, est-ce que demain on peut pas imaginer, non pas un film, mais au troisième roman, donc le triptyque, faire une série avec le fil rouge, ça serait évidemment le tourisme, et en toile de fond plus sombre, l'immigration au service du tourisme. Voilà. Donc, alors, la Black Mirror. Vous avez dit trois choses. Alors donc, quand je suis parti aux Émirats, c'était pas du tout pour mettre dans les pas de Richard Burton, parce que j'ai pas du tout, notamment parce que le type, il subit des maladies tropicales horribles à chaque fois qu'il bouge. Ça fait pas envie. Il a eu des œdèmes aux jambes. Bon, il a pris une lance Somalie à travers la joue. Enfin bon, c'est donc enfin, si on va aux Émirats tel que c'est maintenant et qu'on croit qu'on suit les pas des explorateurs anglais, c'est qu'on est très très mal renseigné sur le mode de vie qu'ils avaient. Moi, ma motivation, c'est que j'adore le monde arabe et j'en connaissais la version maghrébine et que je voulais voir l'autre. Hein. C'était ça. Oui, alors moi le travail d'Antoine, j'adore le travail d'Antoine Albertine, évidemment. Hein, c'est pour ça que je voulais pas alors j'aime beaucoup la couverture du livre, hein, et je l'ai validée, elle est très belle, mais avec le titre, je voulais surtout pas que le livre soit interprété à contresens comme étant une charge sur ce qui se passe aux Émirats. Et comme vous citez un peu les invisibles, enfin il y a quand même des réalités qui sont pas du tout, alors on peut avoir un bouc émissaire évidemment, c'est des pays pas mais bon, moi il m'a toujours semblé que la moindre des choses qu'exige la décence, c'est qu'avant de donner des leçons de morale aux autres, bon, bref, on regarde un peu ce qui se passe chez nous, et que voilà, ça me paraît essentiel. Après pour les films, ben moi non plus, je sais pas. Alors pour vous dire, pour l'avenir de mes finances, je suis pas complètement contre, mais j'ai des doutes parce que le troisième volet va se passer au 19e siècle, et
Et en termes de budget, ça va pas être ça va pas être possible. Donc le premier volet sur le tourisme, c'est plus faisable avec des petits moyens. Il suffit d'avoir une caméra et de se mettre rue des Trois-Maries au mois d'août. Voilà. Oui, merci Jérôme pour cette présentation. Moi, je voulais revenir un petit peu sur cette histoire d'altérité qui court manifestement dans toute ton œuvre, y compris depuis, parce qu'on parlait d'Antoine Albertine, mais moi je me rappelle de Balco Atlantico, avec ce personnage et ce duo, et notamment ce personnage arabe, si ma mémoire est bonne, c'est ça, c'est dans Balco Atlantico, je sais plus. Oui. Et dans Un Dieu, un animal aussi, ce couple impossible, très mixte finalement entre lui qui part en Irak, un mercenaire, et elle qui va évoluer dans des sphères financières, je crois, totalement et diamétralement opposées. Donc j'ai l'impression que cette question d'altérité, c'est quelque chose qui vraiment court dans toute ton œuvre, mais que là, l'accent et la contradiction est presque poussée un peu plus loin, parce que tu t'autorises un saut, je crois, que tu t'étais pas vraiment autorisé, c'était d'aller jusqu'au Sri Lanka, quoi, jusqu'à parler de Kavisha, et tout de suite, du coup, ça souligne une espèce de contradiction, puisque ton roman met en scène une espèce d'incommunicabilité, d'impossibilité de la rencontre à cause du poids des conditions objectives dont tu parlais tout à l'heure. Et en même temps, on a l'impression que à lire le livre que tu as écrit, eh bien, la littérature, en tout cas celle que tu proposes, réussit là où le voyageur échoue, puisque finalement tu réussis à prendre en charge cette voie et ce parcours de Kavisha. C'est ça, ce serait ma première question. Est-ce que tu penses que par la littérature, on peut réussir là où le voyage ou l'exploration a échoué? Et je voudrais poser une deuxième question qui est liée à la première, si tu me permets, c'est d'émettre une hypothèse, c'est que la forme du conte peut-être t'a aidé et peut-être t'a permis de se faire ce saut dans l'altérité à travers justement l'articulation que tu as évoquée et qui est propre au conte entre singularité et universalité. Et je voulais savoir si c'était vraiment le cas. En tout cas, qu'est-ce qui te travaillait à travers cette forme du conte qui me paraît quand même être assez nouvelle dans ton œuvre? Alors pour la première partie de ta question, c'est sûr que ça m'est arrivé très souvent. Hein. Il y a des thèmes qui sont là depuis très très longtemps, et puis à un moment, au lieu d'être simplement là infusés, ils deviennent conscients et ils deviennent centraux, mais ils sont pas nouveaux, c'est sûr. Ils sont pas nouveaux. J'avais jamais effectivement poussé aussi loin que le Sri Lanka, mais ça encore une fois, ça a été rendu possible par mon contact avec des gens qui pouvaient en parler. Alors en même temps, c'est pas très très différent de ce que j'avais fait pour À son image pour les guerres en Yougoslavie. J'aurais jamais parlé des guerres en Yougoslavie sans rencontrer des gens qui avaient fait la guerre en Yougoslavie, parce que je peux pas plus peut-être si je peux, mais non. Dans un sens, c'est pas du plus ou du moins. Je peux pas plus imaginer ce que c'est se retrouver à 20 ans sur le front croate alors qu'on croyait faire son service militaire que de m'imaginer ce que c'est que de vivre au Sri Lanka et de devoir partir. Alors peut-être un peu plus dans le premier cas, donc je continue parce que c'est vrai que au moins le jeune homme en question il est moins loin de moi, même s'il est dans une situation que je connais pas, que peut l'être une jeune fille de 15 ans qui est sri-lankaise. Donc oui, c'est vraiment des choses que... Alors, et en même temps, je pense que ça va me permettre de lier les questions. Je crois fondamentalement que cette question de l'altérité, de toute façon, elle est au cœur de la pratique de la littérature, de la fiction littéraire en tout cas. Non, de la littérature, parce que la question que ce soit une œuvre de fiction ou pas de fiction est pas si essentielle que ça. Mais en tout cas, pour la fiction littéraire et pour le roman en particulier, c'est une activité qui consiste quand même constamment à faire l'expérience, sans avoir jamais de garantie qu'elle soit réussie ou qu'on soit pas dans l'illusion de la réussir alors qu'on la rate, d'être quelqu'un d'autre et de parler pour quelqu'un d'autre et d'adopter la perspective de quelqu'un d'autre. C'est un type d'exercice qui est
à mon avis, à l'opposé total de celui de la confession ou du journal intime. Au point même que quand on parle de choses intimes, on arrive à les toucher quand les rendant autres aussi, hein, et qu'en les éloignant de soi et en les transformant de telle manière qu'elles perdent leur caractère intime. Et puis pour le traitement de ce qui est lointain, eh ben on doit se débrouiller pour que ce qui est très lointain, inconcevable et inimaginable, d'une manière ou d'une autre, ça touche aussi quelque chose d'intime en nous. Et il y a une espèce de dialectique du rapprochement et de l'éloignement qui est constante, mais qui me paraît vraiment être consubstantielle à l'exercice de l'écriture du roman, mais aussi à l'exercice de la lecture du roman. Moi, moi, j'ai toujours aimé lire des romans pour ça, parce que ça me fait comprendre des choses que j'aurais pas comprises ailleurs que dans un roman, et ça me fait avoir l'expérience de vie que je pouvais croiser que dans un roman, sauf à disposer de 500 ans de vie en bonne santé et de la possibilité et de moyens infinis pour rencontrer tout ça. Et encore, je sais même pas parce que quand le roman est réussi, la rencontre a lieu d'une manière plus pure et mieux qu'en vrai, peut-être que. Après, ça c'est une des possibilités que peut faire le roman, mais pour répondre à la dernière partie de ta question, cette possibilité-là, elle est sans doute précieuse pour augmenter sa connaissance, mais je suis pas sûr qu'elle soit précieuse pour réparer quoi que ce soit ou pour réparer des choses qui peuvent pas être réparées dans les vraies relations humaines. Mais cela dit, je pense que le roman, pour le coup, il est plus pessimiste que moi, parce que les relations en question, elles sont compliquées, elles sont inégales, elles sont pas parfaites, mais au moins elles sont possibles. On n'est pas quand même, on est devant une forme d'altérité avec laquelle il est difficile d'établir un contact, mais c'est une altérité humaine avec laquelle au moins on peut penser à le faire, et on peut quand même d'une certaine façon réussir de temps en temps, et c'est pas mal. C'est juste le fait de s'y intéresser, parce que on sent aussi que tu dis c'est possible, et en même temps dans le livre on sent que au fond il y a une sorte d'impossibilité, alors peut-être d'être totalement à la place de l'autre, alors effectivement peut-être qu'on peut juste s'en approcher, mais bah oui, en fait la position complètement radicale du narrateur, qui est de dire si t'as bonne conscience, t'es un salaud, et si t'as mauvaise conscience, t'es aussi un salaud, parce que t'as bonne conscience d'avoir mauvaise conscience. Enfin, c'est quand même un piège dont on peut pas sortir. Et l'histoire de dire de toute façon, je suis dans ma position où je suis riche, et elle ou lui, il est pas riche. Et donc, de toute façon, tout ce que je peux faire d'humain vis-à-vis d'eux, ça compte pas, c'est faux. C'est juste faux. Bien sûr que ça compte pas autant que s'il n'y a pas cette situation d'inégalité. Mais je suis pas aussi cynique que le narrateur, et je pense pas que les postures de bienveillance ou d'empathie réelle soient juste des manières de se donner bonne conscience. J'y crois pas du tout à ça. Et je crois pas non plus que les relations humaines compliquées ou dont l'authenticité est problématique doivent être abandonnées pour autant. Au contraire. Après, il faut pas s'imaginer qu'on répare le monde avec ça, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres questions? Ah oui, une devant. Oui, moi c'était sur ce dernier thème là, de savoir finalement le piège dans lequel on tombe si on prend conscience de sa position et qu'on essaye de réparer. Moi j'ai écouté l'émission Totémique où donc Rebecca Manzoni a eu l'entretien avec vous, et vous parliez de l'obscénité, justement, qui était au fond cette manière de considérer les inégalités et les relations qui en découlent comme inéluctables et finalement présentées comme impossibles à réparer. Mais moi, je me posais la question inverse, c'est de dire au fond, si on n'est pas cynique,
Donc c'est un petit peu ce que vous venez d'évoquer. Hein. Si on n'est pas cynique, on n'a aucune raison de se sentir coupable de quoi que ce soit. Moralement, non. Voilà. C'est ce que je parlais. Donc il y a bien ce rapport à la culpabilité. C'est pour ça que je distinguais bien tout à l'heure entre plusieurs types de responsabilité ou de culpabilité. Mais il n'y a pas que la responsabilité morale. Moi évidemment, on est dans une situation. Comment dire, c'est la culpabilité qui m'intéresse, c'est le genre de culpabilité qu'on a devant et dont on peut faire l'expérience assez facilement à Paris quand on passe devant des gens qui dorment sur des cartons. Voilà. C'est pas de notre faute, et certainement on n'est pas redevable moralement de ce qui se passe là. Et pourtant il y a un truc qui va pas. C'est notre participation à ce monde-là. Alors évidemment, c'est un truc c'est pas sans solution. Je suis pas en train de supposer qu'il faut aller se pendre immédiatement pour pas participer au monde en question. Mais voilà, c'est ce type de culpabilité-là qui m'intéresse. Je pense pas du tout. Et je crois que ce soit quand on parle de responsabilité et de choses qu'on devrait regretter, il y a notamment au niveau politique, il y a énormément de confusion et de polémiques qui sont simplement sur les faits qu'on ne distingue pas ce qui relève du moral, c'est-à-dire de la responsabilité individuelle, et ce qui relève d'un autre plan. La responsabilité politique, c'est pas responsabilité morale. La culpabilité métaphysique, c'est pas responsabilité morale. Ça n'a rien à voir. Moi, voilà, je me sens évidemment pas moralement responsable de la faute des autres. Et je me souviens très bien, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, que je trouve très juste chez Hannah Arendt. Hannah Arendt détestait qu'on dise que tous les Allemands étaient coupables. Parce qu'elle disait dans ces conditions, si on dit que tous les Allemands sont coupables, alors si le type qui a rien fait à Hambourg en 41 et il est aussi coupable que Himmler, eh ben Himmler il est pas plus coupable que lui. Quoi. Et elle dit pas que les Allemands sont complètement innocents. Elle dit juste que la responsabilité morale, elle est portée par ceux qui ont fait quelque chose et qui sont les agents de crime, et qu'il y en a qui sont des agents et d'autres non. Voilà. Mais on a dit la même chose pour les gens qui venaient faire le ménage dans les Twin Towers et qui ont été donc victimes en même temps que tout le monde, mais parce que en réalité il y a un point de vue qui consiste à dire il n'y avait pas d'innocents dans les Twin Towers. Mmh. Oui, enfin c'est comme ça. C'est Al-Qaïda qui dit ça. Al-Qaïda, bien sûr. Un argument. Mais non, parce que par construction, j'avais compris. Excusez-moi, c'est parce que vous m'avez tendu une perche comme ça, j'ai pas pu évidemment. j'ai pas pu me retenir de la saisir. Merci à vous.